parler du rhum, il faut bien sûr parler de la canne et du sucre. Hein, ça, c'est évident, c'est intimement lié. La canne à sucre, c'est ce qui donne les deux. Et donc, la canne à sucre vient d'Asie. Elle a progressé vers l'ouest et elle est arrivée dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, où les croisés l'ont découverte au moment des croisades. Et à la suite des croisades, on a voulu l'introduire en Europe. Donc on a essayé dans le sud de l'Espagne, ça a un petit peu marché, les Canaries. Et puis au moment des voyages de découverte, eh bien, les navigateurs sont partis avec des plants de canne à sucre. Hein, ils amenaient des plants de toutes sortes de choses qu'ils voulaient acclimater ailleurs. Et ils en ont lâché un peu à droite et à gauche. Finalement, la culture de la canne s'est développée à partir de l'installation des Espagnols et des Portugais dans les Antilles et en Amérique du Sud. Donc, cette production, elle est intéressante parce que le sucre, c'est quelque chose qui, lorsque les Européens l'avaient découvert, leur avait beaucoup plu, si vous voulez, mais ça restait très cher en Europe. Le sucre était vendu pendant longtemps par les apothicaires, comme un médicament. C'était un produit de luxe. Donc on va commencer à développer, que ce soit les Espagnols, les Portugais, de grandes plantations où on va produire vraiment des quantités de sucre importantes. Et à côté de ça, on va produire un alcool. On a du sucre, tout ce qui est sucre fermente, on va produire un alcool et ça va donner par la suite le rhum. Alors, bien sûr, dans les Caraïbes, on va faire la même chose au fur et à mesure de l'installation des différentes nations européennes. Hein, quand on va créer des plantations de sucre. À la Martinique, les Français, bon, vous le savez, s'installent en 1635 et au début, ils ne font pas du tout de sucre. Au début, ils font des vivres, de la patate par exemple, hein, tout simplement, de l'indigo, du gingembre, du tabac. Et le sucre va arriver à partir de 1654, quand les Juifs portugais sont chassés du Brésil. Donc ces Juifs portugais arrivent avec leur connaissance sur la culture, la fabrication du sucre, et avec quelques esclaves à talent. C'est ceux qui savent faire vraiment les tâches les plus délicates pour la production du sucre. Et c'est comme ça que ça va commencer, mais très vite, ça c'est 1654, donc le départ des Juifs du Brésil. Dès 1667, je ne veux pas vous dire de bêtises, on va trouver la première trace d'une eau-de-vie fabriquée à partir de la canne à sucre, à partir du moins des résidus de la production du sucre, dans les écrits du père du Tertre. Le père Labatte va aussi s'intéresser au sucre et à la production d'alcool. On dit même qu'il a inventé l'alambic. Cet alambic qui sera remplacé par la suite par la fameuse colonne hein, au XIXe siècle. Donc, pendant longtemps, le sucre et le rhum sont intimement liés, c'est-à-dire que le rhum est surtout une production comment dirais-je, pas local, mais sur la propriété même. On fabrique le rhum qu'on va consommer. Et d'ailleurs, l'article 23 du Code noir dit bien qu'il ne faut pas donner du rhum aux esclaves à la place de la nourriture. Hein, pour leur donner un petit peu, pour les booster, il ne faut surtout pas leur donner du rhum, c'est interdit. Alors, le rhum a eu plusieurs noms. Au début, on parle de Gildiv, qui viendrait d'un mot anglais. Ensuite, de Tafia, qui serait d'origine, certains disent amérindienne, d'autres africaine. Je suis pas linguiste. Et enfin, on arrive au mot rhum, qui serait celui utilisé dans les Antilles britanniques et qui aurait gagné ensuite les Antilles françaises. Voilà. Alors pendant longtemps, le rhum donc accompagne le sucre, comme je l'ai dit, et c'est au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qu'on va voir
apparaître des petits planteurs qui vont produire uniquement du rhum. Et le rhum agricole, ce qu'on appelle aujourd'hui le rhum agricole, qui est produit à partir de la canne à sucre, du jus de la canne, et non plus des résidus de la fabrication du sucre, lui se développe à la fin du 19e siècle, et puis après, il a continué à croître et embellir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais laisser la parole à notre président, Léo Elisabeth, qui va vous consacrer donc, je sais pas, une demi-heure à peu près, pour vous exposer ce qu'il a à vous dire, et puis après, vous pourrez poser vos questions. Alors, je vais commencer par un petit résumé rapide de la conférence pour vous mettre dans le bain, en quelque sorte. Parce que d'abord, c'est 1916-1920. Vous me direz, mais la guerre est terminée en 1918. Oui, mais l'économie de guerre va s'arrêter en 1920. Donc attention. Alors, il y aura juste un petit aperçu des structures nationales et internationales parce que c'est pas une affaire franco-française. Il y a toute une coordination avec l'Angleterre. Et en même temps, l'État voulait une concertation pour assurer la paix sociale. Concertation avec le patronat, les syndicats, etc. Avec les syndicats, ça va pas marcher ici et à la Guadeloupe parce qu'ils sont embryonnaires. Donc il y aura avec le patronat. Et le patronat va réussir à imposer une partie de ses vues. Par exemple, l'État voulait de la mélasse pour fabriquer de l'alcool rectifié et des explosifs. Eh bien non, on lui a dit réquisitionner le rhum et c'est comme ça qu'on va y arriver. Bon, alors, l'État n'a jamais voulu, je l'avais dit la dernière fois, développer le rhum. En 1914, ils ont dit, au moment de la déclaration de guerre, puisque les régions sucrières de betteravières étaient occupées par les Allemands, faites du sucre, pas du rhum, le rhum ne se vendra pas. C'est l'inverse qui s'est produit. L'État a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de limiter la production par la concertation, ça n'a pas marché et il va en arriver au coup d'autorité à la fin de cette période. Ce qu'il faut comprendre dans le couplage France-Angleterre, c'est que vous avez un ministre qui s'appelle Clémentel, qui est ministre il a des tas de titres, mais ravitaillement général, agriculture, etc. L'essentiel, c'est qu'il arrive là, fin 1916, fin 1915, et à travers les remaniements ministériels, il est toujours là, il sera là jusqu'en 1920. Et lorsque on va créer en plus un sous-secrétariat d'État au transport, c'est l'Emery qui va avoir la place. Oui, ça, nous tous directement. Et je vous rappelle que dans les structures, nous avons ce qu'on a appelé l'économie de guerre intégrée. Parce que c'est Clémentel, si vous voulez, c'est le ministre, c'est le ravitaillement, comme on dit, qui organise, à la fois pour les civils et pour les militaires. Alors, quand on voit intervenir des intendants militaires pour faire une réquisition, ça ne veut pas dire que c'est pour l'armée qui réquisitionne. Ce qu'on n'a pas, c'est la répartition ensuite entre l'armée et les civils. Et il s'agit d'approvisionner les armées, mais aussi la population. Côté allemand et autrichien, c'est pas pareil, parce que l'armée prend ce qu'elle veut et les industriels et les autres personnes prennent ce qui reste. Ça va être la pagaille de ce côté-là. Alors en plus, vous avez le couplage France-Angleterre. Clémentel d'un côté, Lloyd George de l'autre. Et plus ça va aller, plus ce couplage va se resserrer. On n'a pas gagné la guerre seulement avec des fusils, mais avec cette organisation économique. Seulement, il y a une contradiction énorme qui va se produire entre les objectifs de l'État et les réactions des Romiers à la Martinique notamment. L'État a dit, faites du sucre. En 1914, la Martinique produit environ 40 000 tonnes de sucre. En 1918, la Martinique en produit environ 20 000.
une chute de moitié. Et pour le rhum et le tafia, une augmentation de près des 3/4, alors qu'on avait dit n'en faites pas. Alors pourquoi cet échec? Eh bien, il y a l'essor des distilleries agricoles et du tafia d'usine. Quand il y a eu, je ne reviens pas sur trop de détails, mais les usines ne fabriquaient pas beaucoup de tafia. Je rappelle que rhum, c'est rhum agricole tiré directement du vesou. Tafia, c'est l'alcool qui est tiré de la mélasse ou d'autres produits de ce genre. Parce que ce qu'on appelle mélasse ici, surtout quand c'est importé, ça peut être du sirop de batterie. Non, faut voir, c'est un mélange invraisemblable. Bon, mais il n'empêche que c'est comme ça. Alors, quand les usines, les distilleries de Saint-Pierre ont été détruites, les usines qui ne fabriquaient presque pas d'alcool ont pratiquement toutes progressivement été obligées de distiller leur mélasse. Donc ça augmente et ça va continuer. Et vous aviez en plus les distilleries industrielles qui traitent de la mélasse en partie locale, en partie importée. C'est-à-dire que l'importation est pratiquement disparue parce qu'il y avait des lois de douane. Elle va reprendre à partir de 1914-1915 surtout. Et vous avez en plus ce qu'on appelle les distilleries mixtes. On ne les recense pas toujours à part, qui tantôt font du rhum agricole, tantôt font du tafia. Donc vous voyez, ça fait toute une série de catégories. Mais l'essentiel est plus les clandestines. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, autrefois, les gens avaient des alambics, il n'y avait pas besoin d'autorisation. Eh bien, on a beau surveiller, il y a des coins où on fait tourner l'alambic un peu de temps en temps. Alors, pour donner juste quelques repères, en 1916 encore, 28% de l'alcool rhum a été tiré de la canne, 72% de la mélasse. En 1917, c'est 58% de l'alcool qui est tiré directement, qui est du rhum. Vous voyez, il y a eu stagnation. Alors, vous voyez bien qu'il y a un basculement. Stagnation en 1917 de la production de tafia des usines, essor de la production de rhum agricole. Pour protéger les consommateurs, parce que les prix montent, d'autant plus qu'il n'y a plus de francs or. L'État dit qu'il faut se concerter, en particulier pour assurer la paix sociale. Alors la concertation d'ailleurs va commencer à propos du rhum. L'État dit, nous avons besoin d'alcool rectifié, c'est-à-dire alcool qui monte jusqu'à 90 degrés et plus. Mais envoyez-nous de la mélasse. Mais à Martinique et à la Guadeloupe, on répond, il n'y a pas de mélasse libre. Et puis si c'est vraiment pour transporter de la mélasse, de la vraie mélasse, il faut des récipients métalliques. On discute. Et finalement, on envoie un sous-intendant à la Martinique, un militaire, que c'est eux qui savent faire le travail, pour essayer de régler la question. Seulement, localement, Rimbaud notamment, qui est à la Chambre de commerce, a dit il n'y a pas de matériel nécessaire pour rectifier, alors achetez plutôt de l'alcool. La Guadeloupe dit la même chose. Mais avec les arrière-pensées, la Guadeloupe dit si l'État achète la production, ça va supprimer les intermédiaires. Parce que l'État réquisitionnait en partie à l'arrivée en France. Si l'État réquisitionne au départ, ce sera meilleur marché pour l'État. Rimbaud dit, attention, si l'État réquisitionne au départ, on va supprimer les intermédiaires et ça fait 6 ou 7 millions qui vont tomber de plus dans la poche des Martiniquais. Donc vous voyez déjà comment ça s'engage. Alors, on discute
avec c'est Norès, le sous-intendant. Il avait d'abord dit rhum. Les usiniers disent pourquoi pas le tafia. Alors on dit bon, rhum et tafia. Et puis on dit maintenant il faut faire un prix moyen. Un prix moyen rhum et tafia à la Martinique, un prix moyen rhum et tafia à la Guadeloupe. Et ils n'exportent pas au même degré, donc il faut quand même corriger pour tout ça. Et puis, quelle quantité? Alors on finit par dire la moitié. Quand? Ben, on va commencer en 1917. Mais vous voyez bien que si l'État a réquisitionné la moitié des rhums et tafia, c'est à cause de la volonté des producteurs. La moitié du reste est libre. Seulement, il faut pouvoir l'exporter. Volet social. L'État dit, il ne faut pas qu'il y ait de troubles. Or, dans toutes les années qui précèdent la guerre, à la Guadeloupe, c'est effrayant. Chaque année, c'est grève, violence, attentats même. À la Martinique, c'est plus calme. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de troubles. Donc, il faut une rémunération suffisante pour tout le monde. Mais les structures ne sont pas les mêmes à la Guadeloupe et à la Martinique. À la Guadeloupe, il y a les grosses usines qui ont beaucoup de terres. Et puis, il y a sur ces terres, bien souvent, ce qu'on appelle des colons parcières. Des gens qui ont un contrat avec l'usine, qui arrivent avec leur case, la mettre sur 4 cailloux, parce qu'elle se déplace, ça se faisait encore il y a une cinquantaine d'années couramment, et qui ont un contrat, qui travaillent la canne et qui livrent à l'usine. Alors il y a aussi des coupeurs de canne. Mais à la Guadeloupe, depuis qu'il y a eu la crise sucrière et l'entente Légitimus-Souk, au nom de l'association Capital Travail, les politiques dirigent en fait ces affaires-là. Résultat, on voit discuter le gouverneur au besoin, d'un qui est à la tête, qui est à la chambre de commerce, mais puis les conseillers généraux et les maires, quand on veut fixer, parce qu'il faut fixer le prix de la canne pour qu'il soit suffisant pour qu'on puisse payer les salaires correctement. Mais les usiniers disent, oui, mais il faut que le prix du sucre soit en rapport. Or, l'État, le sucre étant denrée de première nécessité, l'État taxe le sucre. Tandis que le rhum, qui est denrée de première nécessité ici, pas en France, n'est pas taxé. Alors, avec ce sucre taxé, les usiniers disent, mais où est notre bénéfice? Donc ça crée des problèmes. Enfin, on finit par s'entendre à la Guadeloupe. À la Martinique, ça se passe plus facilement. Ce n'est pas les mêmes structures. Il y a beaucoup de travailleurs agricoles qui travaillent à la tâche. Même plus de canne, etc., ça vous connaissez. Mais la tâche est prévue pour l'homme le couple le plus faible, parce que ça se passe en couple. Un coupeur, une amareuse. Or, si c'est quelqu'un qui est très solide, il arrive à faire plus d'une tâche dans la journée. À côté de ça, pour la fourniture de canne, les usines apportent à peu près, avec leurs propriétés, environ 40% de la canne. Les propriétaires, il y a deux groupes. Un petit groupe de moins de 10% qui n'a pas de contrat vraiment avec les usines et qui touche 5% du poids de la canne. Et vous avez ceux qui ont des contrats. Alors là, c'est le plus grand nombre. Ça fait à peu près la moitié. Ceux-là touchent 6% normalement, d'après les rapports que nous avons, plus une participation éventuelle aux bénéfices. Alors, il y a des petits, mais il y a aussi des gros. Par exemple, Clément, jusqu'en 1917, livre ses cannes au François. C'est un gros. Et puis, il va monter sa distillerie. Mais il y a donc des gros, il y a des petits. Et alors ici, vous avez des syndicats
il y a à la Guadeloupe, il y a le syndicat du sucre, d'accord. Mais ici, vous avez non seulement le syndicat du sucre et le syndicat des producteurs de rhum, mais le syndicat des producteurs de canne. Et puis, plus la chambre de commerce avec Rimbaud, plus Rébaud, qui est, lui, à l'agriculture. C'est tout ça qui discute. Les syndicats, bon, ils vont bien se remuer à partir de 1917 un peu, mais enfin, ça se tient. Et ça se passe très facilement à la Martinique. Et alors, un des éléments du salaire, eh oui, c'est le rhum, bien sûr. Parce que, je laisse tomber les détails pour les prix, les choses comme ça. En 1916, 1917 et 1918, on va fixer un tarif local pour le rhum, parce qu'il va y avoir, si vous voulez, 3 tarifs. Un tarif pour la réquisition, un tarif pour la vente locale, un tarif complètement libre pour le reste, qui, au lieu de faire des contrats par avance, se vend au coup par coup, parce que ça augmente tout le temps. Et on vous dit, on va maintenir le rhum d'abord à 0 francs en 80, ensuite 1 franc, etc., pour éviter les grèves. Puisque si le rhum est cher, les gens vont vous se péter, il faut plus d'argent pour payer. Donc, vous voyez comment, produit de première nécessité, d'ailleurs c'est le premier, pour le Conseil général, le premier chapitre du budget, plus que les droits d'exportation du sucre et du tafia, c'est la consommation locale du rhum. Buvez du rhum si vous voulez qu'on puisse payer les instituteurs. Voilà, c'est ça à l'époque. Ouais. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Et je vous dis, le prix du rhum est un élément de la paix sociale. Je vous ai dit qu'il y a cette avancée du rhum, alors que le sucre va reculer. Surtout en 1917. Alors, dès 1916, on reprend très largement les importations de mélasse étrangère. Je vous dis, tout un fouillis de produits. Il y a ce qu'ils appellent les sucres noirs du Venezuela, il y a des sucres bruts, il y a, je vous dis, sirop de batterie, de Marie-Galante, etc. Tout ça, ça s'appelle mélasse dans les dossiers. Ce qui contribue d'ailleurs à la paix sociale à la Martinique. Attention, parce que les Guadeloupéens cultivent de la canne. Beaucoup de patrons martiniquais se contentent de la valeur ajoutée. Au beau temps de Saint-Pierre, je fais des calculs que je ne reprends pas là, nous avons, en quelque sorte, avec les chiffres du chemin du Pontes qui dit avec tant d'hectares de canne, vous avez tant d'hectares de mélasse, etc., ça fait plusieurs milliers d'hectares qui sont cultivés en dehors de la Martinique par des prolétaires qui ne sont pas martiniquais. Et ce qui arrive ici, cette mélasse, ça sert uniquement pour la valeur ajoutée. En 1914, d'après les calculs que j'ai faits, il n'y a que la Guadeloupe qui envoie des mélasses, mais ça fait à peu près 1000 hectares. En 1916, ça en fait à peu près 3000. En 1917, ça fait à peu près 4000. Ça fait autant de prolétaires que le patronat n'a pas sur le dos. Tandis que les Guadeloupéens les ont sur le dos, et les autres aussi. Pensez-y, pour la valeur ajoutée. Ça peut jouer pour la paix sociale. Maintenant, en 1917, il y a une crise générale des céréales. Et la fabrication, l'alcool rectifié en France, ça venait notamment d'alcool de grain, ou alors des importations américaines, parce qu'on a essayé même d'importer de l'alcool rectifié du Suriname pour le réexporter, mais ça revenait trop cher. Donc, ça n'a pas marché. Et attention aussi aux gens qui vous disent qu'on a réquisitionné tout l'alcool. Non. Il y a en 1916 une loi qui dit qu'on réquisitionne les alcools de grains, etc., mais que les alcools de fruits,
et la canne est rangée dedans, ne sont pas réquisitionnés totalement. C'est une autre affaire. Hein. On ne fait pas d'explosifs avec le rhum. Oui. Bon, alors, ça va favoriser les importations d'alcool rectifié américaines ou cubaines. Mais ici, non. Mais pendant ce temps-là, la production d'alcool continue à monter et maintenant, en 1917, elle va se faire aux dépens du sucre. Parce que on demande aux producteurs de se concerter. Ils répondent, faire du sucre, c'est très bien, nous n'avons pas d'engrais. Et ça développe des maladies de la canne. Nous manquons de main-d'œuvre. On va revenir sur un des points pour la main-d'œuvre. Puisqu'on a mobilisé les gens, il y a quand même de bons ouvriers qui sont partis. Et pour les machines, c'est pareil. Et en plus, le sucre n'est pas assez cher, n'est pas rentable. Si on veut tenir le coup, on est obligé de faire de l'alcool. Et vous avez non seulement les distilleries agricoles qui montent, mais un détournement des cannes des usines qui commence pour faire de l'alcool. Et alors, pour la question de main-d'œuvre, il y a eu une espèce de mini-scandale en disant les femmes ne veulent pas travailler, et même sur leurs habitations. Pourquoi? Parce qu'on a instauré des allocations pour les familles des gens qui sont mobilisés. Alors, une femme qui a 2 enfants, elle touche plus que si son mari travaillait. Évidemment, ils ne sont pas tous mariés, tous les enfants ne sont pas reconnus. Mais le gouverneur, à un moment, dit qu'il y a des femmes qui touchent 300 francs, un truc comme ça. Il exagère parce que j'ai fait un calcul là, il fallait au moins le mari, au moins 2 enfants mobilisés, puis une dizaine derrière, quoi, vous comprenez. C'est pas tout le monde qui a tout ça d'enfants. Il y a des choses qui sont arrivées. Mais c'était très mal vu par l'administration. Mais il faut penser que beaucoup de personnes, surtout mariées, n'avaient pas l'habitude de travailler la terre. Il y en a qui faisaient leur jardin, d'accord. Mais l'administration dit qu'il faut faire des jardins parce qu'il y a pénurie. Il faut développer les jardins. Alors, si vous développez les jardins, vous perdez la main-d'œuvre aussi. Ah oui, tout ça, c'est un cercle vicieux. On a essayé absolument de discuter pour dire aux gens, réduisez votre production. Donc, les usiniers ont répondu, on ne peut pas, puisque on n'a pas la canne, on n'a pas le matériel, on a même des choses assez curieuses, puisque les ayotes sont des fanatiques de la canne. Pour eux, la canne, c'est la canne. Oh, Simon Ayotte, à Petit-Bourg, vous dit, en 1916, j'ai broyé 92 000 tonnes de canne. En 1918, je ne pourrais en broyer que 55 000. Ah, c'est un coup au cœur pour un Ayotte de ne pas avoir de canne à broyer dans son usine. Il ne fait pas exprès, vous comprenez? Donc, il y a vraiment quelque chose. L'Arenti, d'ailleurs, est passé de 72 000 à 50 000 tonnes. Moins 40% d'un côté, moins 30% de l'autre côté. Ils n'ont pas la canne. Puisqu'en plus, les fournisseurs qui ne dépendaient pas de l'usine vont vers les distilleries. C'est mieux payé. Alors, l'État va dire, ah ben ça suffit comme ça. Or, en plus, ça arrive une concertation avec les Anglais pour une sorte de monopole du sucre par l'État. Parce que c'est la coordination pour répartir. Alors, on s'entend avec les Anglais qui fournissent ce qui manque, ou alors on les achète aux États-Unis, mais là aussi, ça va, il faut toute une coordination. Et
où en contrepartie, il n'y a plus d'achat libre. On n'a pas le droit d'acheter du sucre. Tout le sucre doit être vendu à l'État et taxé. Mais le marché n'est pas libre. Autre élément qui va intervenir aussi, c'est que la France n'a pas de bateau. Elle n'en a pas perdu tellement avec la guerre sous-marine qui se développe en 1917, mais les bateaux vont transporter des marchandises américaines sur les Antilles et même l'Afrique. L'Afrique, ça va encore parce que l'Afrique, c'est énorme. Les Antilles, c'est déjà de la poussière pour l'économie. Alors, pour les Antilles, il ne reste plus de cargo. Il n'y a plus que les paquebots. Alors, les paquebots chargent le sucre, puisque l'État estime que c'est prioritaire. Les paquebots chargent le rhum réquisitionné, et pour le reste, à vous de vous débrouiller. Pourquoi la France n'a pas de bateaux? Parce qu'en 1914, elle avait des bateaux en chantier. Elle les a terminés. Ensuite, elle a fait des canons. Pas de bateaux. L'Angleterre a continué à faire des bateaux, et l'Angleterre arrive à faire des poules avec les pays scandinaves pour affréter leurs bateaux. Et pour avoir des bateaux, il faut passer par l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qui reste? Il va rester les voiliers. Le rhum libre transporté par voilier. Ça coûte, le fret coûte 3 ou 4 fois plus cher que sur les vapeurs, mais comme c'est rentable, eh bien, on va passer au voilier, y compris, d'ailleurs, j'ai préparé des tas de choses sur ça, mais enfin, on ne va pas avoir ça ce soir, les voiliers russes, qui ne peuvent pas rentrer tellement, et il y a au moins une dizaine de voiliers russes qui font le trafic par ici. On va arriver, quand les États-Unis vont entrer dans la guerre, ça va se compliquer encore. Parce qu'il va falloir faire des plans pour les besoins minimums. Et à travers, on voit le peu de choses. Alors on commence par la nourriture. Puisque si le peuple n'est pas nourri, il ne va pas travailler. Et pour les usines, quelques feuilles de cuivre, quelques barres d'acier, un peu, je vois là 100 tonnes de superphosphate de chaux. Pas loin, là. Et la question, il y a des séries que je ne prends pas en détail, enfin des petites quantités comme ça, et c'est seulement en 1919 qu'on arrivera à régler la question des engrais. Il y a eu promesse en 1918, et c'est en 1919 qu'on a vraiment les engrais. Et alors, Paris dit, donc le tonnage disponible sur les vapeurs est réservé. Paris dit, vous faites trop de rhum, trop d'alcool, pas de rhum aussi. Interdiction d'importer les mélasses étrangères. Et Paris va même dire interdiction temporaire d'expédier du rhum. Alors, pour l'interdiction temporaire, les gens vont dire, oui, mais attention, il n'y a que les gros qui pourront stocker. Enfin, ça s'arrange. Pour l'interdiction d'importer des mélasses étrangères, là, c'est la catastrophe. D'autant plus que vous touchez au rhum. Or, le rhum est en même temps politique. Sévère, maire, député, conseiller général et distillateur. La Grosilière est rentré, on ne trouve pas ça habituellement dans ses biographies, et il s'est fait mettre à la tête du syndicat du rhum. Et il a ouvert une maison de commerce pour vendre du rhum. À côté, il manque conseiller général et il y en a toute une série comme ça, de conseillers généraux. Pour eux, Landa, conseiller général, etc., s'arrache les cheveux, comment? Alors, on va finir par négocier, grâce à la Grosilière d'ailleurs, et on va dire, bon,
ce qui était déjà commandé et qui est payé va pouvoir entrer et être utilisé. Et puis après, on arrête. Alors, interdiction de porter des médailles étrangères. Ouais, et on a d'abord dit, interdiction de porter des médailles guadeloupéennes. Alors, c'est là qu'on leur a dit, mais attention, Marie-Galante, il y a bien des usines, mais tous les moulins à vent qui sont là, qui tournent encore, vivent de l'exportation de leur mélasse ou de leur sucre brut, sirop de batterie, etc., vers la Martinique. Je voulais les ruiner. Alors on va arranger ça, mais ça a pris du temps quand même. Vous voyez, même Marie-Galante a été classée étranger pendant un moment. Comme tout ça, ça ne suffit pas, on va dire, finalement, on va imposer un crédit global, qu'on va appeler aussi contingentement. Attention, le premier contingentement, donc, c'est 1918, à travers le crédit global. Alors, de la façon dont on a calculé ça, il y a des choses qui ne sont pas écrites telles quelles, mais il est dit que on va prendre la moyenne des 5 années d'avant-guerre pour la production de rhum, par exemple, pour faire la répartition pour les distillateurs. Et on va prendre pareil pour les usines. Évidemment, il y a des choses qui ont changé. Des usines qui ont ouvert des distilleries nouvelles. Et ça va, en quelque sorte, squeezer les distilleries industrielles qui vivaient de la mélasse importée. Alors, les excédents seraient soumis à licence. Moi, c'est là que nous arrivons à une petite histoire, celle qu'on peut prendre comme exemple. Le plus bel exemple, c'est Eugène Aubéry et Landa. Un côté, un béquet, un mulâtre. C'est intéressant comme ça. Eugène Aubéry gérait Trois-Rivières au nom des héritiers d'Amédée. Et voilà que sa femme hérite d'un paquet d'actions de Larentie. Juste au moment où Claire veut faire un peu trop de socialisme et que l'usine, il s'en occupe, mais enfin toutes les usines sont en décrépitude. Alors à ce moment, grâce à sa femme, Eugène Aubéry prend la direction de Larentie et laisse Trois-Rivières. Et la famille Aubéry, les héritiers, vendent Trois-Rivières à Landa. Seulement, Eugène Aubéry, en partant, a emporté des générateurs pour essayer de remonter Larentie. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais pour l'instant, Landa, lui, ne peut pas faire du sucre. Alors, Landa a fait du rhum agricole. Eugène Aubéry, qui attend son usine neuve, c'est le premier qui m'avait dit ça, c'était Yves Ayotte, et puis j'ai trouvé ça. J'ai même la date à laquelle l'usine arrive. Eugène Aubéry, qui attend son usine neuve, a fait du rhum agricole. Et puis, il veut l'exporter. On lui dit non. C'est pas écrit comme ça, mais enfin, c'est l'esprit de la chose. Les distilleries font du rhum agricole, les usines font du tafia. Vous avez fait du rhum agricole, vous ne pouvez pas le vendre. Alors, Eugène Aubéry introduit un référé, sans doute avec de Lacoste, qui était déjà, je crois, son âme damnée. Et comme ce n'est pas écrit tel quel dans le texte, eh bien, la justice lui a donné raison. Il a envoyé le rhum en France par voilier, mais l'Émeri a dit non, le rhum est resté là pendant des mois, sous douane. Landa, la politique avec l'agro, etc., se sont bien démenés. Et alors, surtout, ce qu'il y a, c'est que 1920 arrive, et avec ce moment-là, vous allez avoir la fin de l'économie de guerre. Et ça va régler des problèmes qui étaient en suspens.
Mais pendant ce temps-là, tous les autres usiniers étaient à l'affût. Voici si Landa et Aubéry réussissaient à faire passer le rhum agricole pour qu'eux, ils en fassent autant, c'est ça qu'ils rapportaient. Mais vous avez donc encore un coup de tonnerre sur la tête des Romiers, et qui va, janvier 1919, octobre 1919, et qui est appliqué en janvier 1920. Interdiction d'ouvrir de nouvelles distilleries. Ouais, là encore, ça n'a pas marché, parce que gouverneur Guy avait été le gouverneur des Romiers, il est remplacé par Marchand. Et quand Marchand arrive, l'État est surpris en 1920 de voir sortir 16, je crois, distilleries nouvelles, 17 distilleries nouvelles, alors que c'était interdit. Alors, dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dire, ouais, mais enfin, c'était déjà là, c'était prévu. Seulement, quand on regarde les BO, on s'aperçoit qu'il y a un intervalle anormal d'1 an entre la publication, entre l'autorisation et la publication des résultats. Donc là, les coups de tonnerre de l'État, ça n'a servi à rien. Et au moment juste où juin 1920, le ravitaillement annonce la fin de l'acquisition du sucre, de la surtaxe, du contingentement, etc., la liberté, dit bravo. Et à ce moment arrive la crise. Ah, la crise. Alors, le gouverneur écrit, il y a des gens qui disent, on doit rétablir le contingent. Alors, on ne fait pas trop discrètement, on va voir le gouverneur discrètement pour lui dire. Et c'est à ce moment, je vous dis, puisqu'il n'y a plus toutes ces réglementations, qu'on règle les affaires au Berry, Landa, etc. Et nouveau contingent. Ça va être 1924. Je vous rappelle qu'en 1916, les usines avaient produit, les distilleries agricoles avaient produit 28% d'alcool. En 1917, 58%. 1921, les faillites. Une série de maisons en faillite, la Grosilière en faillite. C'est ça qui va ressortir en 1924 quand il sera jugé et qui va le rendre inéligible. Cette affaire-là, la faillite de sa maison de commerce. Les banques ont fait tellement d'avance que le directeur de la Banque de la Guadeloupe saute, celui de la Martinique est tombé malade, il démissionne. Ça a secoué. Et dans l'agriculture, la situation s'est inversée. Le sucre remonte. Mais attention, on parle de filière. Filière sucre, ça veut dire sucre, tafia. Si vous produisez du sucre que l'État réclame toujours, eh bien, vous avez automatiquement plus de sucre, plus de tafia. Et les cannes, d'autre part, maintenant, vont non plus vers les distilleries, mais vers les usines. Parce que les distilleries n'arrivent pas à vendre. Alors, en 1924, on va prendre, au lieu de la moyenne quinquennale d'avant-guerre, on va prendre une moyenne 1919-1922 pour les distilleries. Pour les usines, on prend la quantité de sucre produite, donc la quantité de mélasse, donc la quantité de tafia qui va sortir. Et alors, je prends là maintenant Saint-Étienne et Larentie, Aubéry plus Aubéry, et plus Mulâtre et plus Becquet. Saint-Étienne a produit en moyenne 1777 hectolitres entre 1919 et 1922. On lui donne 844 hectolitres. Larentie, on n'a pas la moyenne, mais Larentie, 5279 hectolitres. Maintenant, vous avez un quart de l'alcool pour les distilleries,
3/4 pour les usines. Ça va être toutes les belles batailles de l'entre-deux-guerres. Eh oui. Mais quand même, on a l'impression que le contingentement a détruit l'industrie du rhum. Non! Vous avez 122 distilleries en 1922, en comptant les 5 industriels qui vont pratiquement disparaître, il va rester meilleur, puisque plus de mélasse. Mais en 1941, la dernière fois j'ai dit une bêtise en disant que c'était 200 et quelques. Non, c'est quand même 194 distilleries. On est passé donc de 122 au moment du deuxième contingentement à 194. Donc c'est pas ça qui a tué le rhum. Alors, juste en conclusion, vous voyez bien qu'une nouvelle industrie s'est développée. Il y a d'abord à remarquer une réorganisation de l'espace que le gouverneur note en 1914, parce que la canne reconquiert les mondes. Mais oui, puisque je dis attention, le rhum a redémarré depuis 1912, 13 notamment, 14, c'est là que ça montait. Reconquête des mondes. Et en même temps, ça va entraîner un remodelage d'une partie de la société avec la quantité de distillateurs qui va se créer. Des gens qui avaient des propriétés qui valaient presque rien, maintenant, avec le rhum, et jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, ce sont les petits rois de la campagne, et au gros monde en particulier. Vous savez très bien que la mairie se dispute entre Romier de droite et Romier de gauche. Voilà, je vous remercie.